Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le deuxième TP qui est sur l'extraction et l'identification des lipides alimentaires. Donc, dans un premier temps, je vais faire juste une introduction sur les différents types de lipides qu'on peut retrouver et surtout par rapport aux acides gras. Ensuite, on va voir un peu comment on fait pour extraire les lipides d'un aliment et comment on les sépare pour les identifier. Alors, donc, Premièrement, les lipides alimentaires sont composés majoritairement de triglycérides, c'est-à-dire que dans tous les lipides qu'on ingère, 90 à 95% sont des triglycérides. Le reste, donc 5 à 10%, sont composés de sphingolipides, phospholipides et une partie d'esters de cholestérol. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de cholestérol dans l'alimentation. D'ailleurs, les études euh, quand on disait avant qu'il fallait pas manger, par exemple, beaucoup de jaune d'œuf parce qu'il contient du cholestérol, du beurre, etc., on revient un peu dessus parce que parce qu'en fait, la part du cholestérol contenu dans les aliments, ce n'est pas elle qui génère les, les, les hypercholestérolémies avec le temps. Donc, maintenant, pour que ce soit les triglycérides, phospholipides ou esters de cholestérol, ils sont tous composés d'acides gras. Alors, les acides gras, vous avez plusieurs types d'acides gras. Donc, vous avez les saturés, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Je vais commencer par les acides gras saturés. Pour les acides gras saturés, ils sont dits non indispensables parce que l'organisme peut les synthétiser, surtout à partir d'une molécule de glucose. Quand le glucose est en excès, enfin les sucres sont en excès, alors bien sûr, une partie va aller vers le métabolisme, une partie va être stockée sous forme de glycogène et l'excès qui reste va être orienté pour synthétiser des acides gras saturés qui vont ensuite être stockés dans le tissu adipeux ou utilisés à des fins d'énergie ou autre. Donc, c'est pour ça que les acides gras saturés, on dit qu'ils ne sont pas indispensables à l'organisme, c'est-à-dire que même si on n'ingère pas des acides gras saturés, on, on ne risque pas grand-chose. Alors, les acides gras saturés, ils sont divisés en trois catégories selon la longueur de la chaîne carbonée. Vous avez des acides gras à très courte chaîne, comme l'acide butyrique, qui contient que 4 atomes de carbone et qui est retrouvé dans les produits laitiers. Alors, l'acide butyrique particulièrement, il a été mis en évidence un lien protecteur de l'acide butyrique contre le cancer colorectal. Donc l'apport en acide butyrique pourrait protéger certaines personnes d'une atteinte du cancer colorectal. Ça, c'est pour les acides gras saturés à très courte chaîne. Après, on a les acides gras saturés à chaîne moyenne. Donc, ils ont 10, 12 atomes de carbone. Euh, Ces acides gras saturés, ils ne sont pas nocifs, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont consommés, ils n'ont pas d'effet sur l'athérosclérose ou autre, c'est-à-dire les effets des acides gras saturés. Et ils sont surtout utilisés en nutrition clinique. En nutrition clinique, c'est quand la personne n'arrive pas à ingérer, à prendre par voie orale, à s'alimenter normalement. Donc, on va l'alimenter par sonde. Donc, c'est une sonde nasogastrique par exemple, donc qui part du nez directement vers l'estomac, lorsque la personne, par exemple, n'arrive pas à déglutir, n'arrive pas à mâcher ou autre. Et dans ce type de nutrition clinique, on n'utilise pas des triglycérides, etc. On utilise des acides gras. On utilise donc des nutriments simplifiés pour faciliter la digestion et l'absorption. Et donc, dans ce cas-là, on utilise ces acides gras à chaîne moyenne dans ce cadre. Ensuite, vous avez les acides gras saturés à chaîne longue, comme l'acide laurique, myristique, l'acide palmitique, c'est-à-dire comme par exemple l'huile de palme, donc elle contient majoritairement de l'acide palmitique. Et justement, les acides gras saturés à longue chaîne sont les plus abondants dans l'alimentation. Donc, euh, et justement, lorsqu'ils sont consommés en excès, ils sont athérogènes. Et justement, ils constituent les triglycérides, les sphingolipides et les phospholipides. Et donc, les triglycérides sont retrouvés majoritairement dans les lipides et dans les triglycérides, on trouve majoritairement des acides gras à chaîne longue. Donc, à partir de là, l'apport moyen euh, calorique à partir des lipides ne doit pas dépasser
12% de l'apport calorique journalier en acides gras saturés. C'est-à-dire que les lipides, normalement, on consomme environ 30% de la ration calorique en lipides. Et dans ces 30%, on doit avoir maximum 12% d'acides gras saturés. Le reste devrait être monoinsaturé, polyinsaturé, etc. Donc ça, c'est pour les acides gras saturés. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés. Ils sont non indispensables car, comme pour les acides gras saturés, l'organisme est capable de fabriquer l'acide gras monoinsaturé, c'est-à-dire qu'il a une seule insaturation. Pardon. Et là, donc, l'acide gras monoinsaturé est un substrat préférentiel de l'enzyme estérifiant le cholestérol. Donc, ça veut dire qu'il agit, donc il a un rôle dans l'estérification du cholestérol, donc dans son métabolisme. Il favorise la synthèse des VLDL à triglycérides au niveau du foie et c'est un constituant des phospholipides membranaires, donc de la bicouche lipidique. Et ensuite, on a les acides gras polyinsaturés. Ces acides gras polyinsaturés, ils sont dits essentiels. Parce que si on ne les ingère pas, si on ne les a pas par l'alimentation, ces acides gras polyinsaturés ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et leur absence, leur carence peut avoir des effets délétères sur l'organisme. Donc c'est principalement les oméga 3 et les oméga 6. On les divise en deux catégories. Les indispensables, acides linoléiques et acides linoléniques, donc oméga 3 et oméga 6 respectivement. Les indispensables, donc si on n'ingère pas des sources d'acides linoléiques ou linoléniques, on ne peut pas les fabriquer et donc on aura des carences et des perturbations dans le métabolisme. Et il y a les conditionnellement indispensables, comme l'acide arachidonique, oméga 3, le PA et le DHA pour les oméga 6. Ils sont conditionnellement indispensables, c'est-à-dire que l'organisme, s'il a l'acide linoléique et l'acide linolénique, il peut les fabriquer. Il peut fabriquer l'arachidonique, le PA et le DHA. Donc, ils sont indispensables. Donc, si l'acide linoléique et l'acide linolénique sont apportés par l'alimentation, ces acides gras, les deuxièmes, ils ne sont pas indispensables. Mais si j'ai une carence en acide linoléique et linolénique, je dois avoir ces derniers par l'alimentation, sinon je peux avoir des perturbations dans le métabolisme. Alors les acides gras polyinsaturés interviennent dans plusieurs fonctions. Ils modulent la fluidité de l'activité des protéines membranaires. C'est des précurseurs et médiateurs oxygénés de plusieurs fonctions cellulaires, comme l'hémostase, l'agrégation plaquettaire, l'activité neuronale ou aussi dans le système immunitaire. Et le DHA particulièrement, c'est un précurseur des dérivés oxygénés et il agit pour limiter l'inflammation dans le cerveau. Donc il a des effets anti-inflammatoires dans le cerveau. Ça, c'est un peu pour voir les lipides alimentaires. Il y a un point sur les acides gras trans que je n'ai pas cité dans les diapos. Les acides gras trans, donc comme vous avez vu les conformations en chimie première année, donc vous avez les molécules selon lorsqu'il y a une double liaison, dans une chaîne carbonée, lorsqu'il y a une double liaison, vous pouvez avoir les groupements qui sont dans les euh, dans les atomes de carbone qui ont la double liaison, ils peuvent être soit en position 6, c'est-à-dire orientés vers la même, soit les deux vers le haut, soit les deux vers le bas, ou en position trans, donc l'un vers le haut, l'un vers le bas. Il se trouve que l'organisme sait métaboliser les acides gras insaturés qui sont en position 6. Les acides gras trans, ils n'arrivent pas à bien les métaboliser et donc ils ont tendance à s'accumuler dans l'organisme. Et donc à partir de là, on a dit que les acides gras trans constituent un danger et donc ils peuvent se déposer et se déposer sur les artères, etc. Mais récemment, on a vu que l'apport alimentaire des acides gras trans, lorsqu'il n'y a pas d'excès, l'apport des acides gras trans, il est vraiment minime et il n'est pas assez, on n'a pas un apport assez excessif pour causer
ces dégâts-là. Donc, en gros, on n'a pas à avoir vraiment, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, on n'a pas à avoir vraiment peur d'un apport d'acides gras trans minime dans différents lipides alimentaires. Voilà. Maintenant, je reviens au TP. Le but du TP, c'est d'extraire les lipides. Donc, j'ai deux aliments, à partir de deux aliments qui seront les gaufrettes et les biscuits, je vais extraire les lipides. Et en extrayant les lipides, mon but premier, c'est de comparer la quantité de lipides présents dans les deux aliments. Donc, lequel contient plus de lipides que l'autre. Et la deuxième, donc là, on va utiliser la méthode de Folch, qu'on va détailler plus tard. Et la deuxième partie, c'est qu'une fois que j'ai extrait ces lipides-là, mon but, c'est de savoir quelle classe lipidique constitue les lipides alimentaires de ces aliments-là. Donc, je vais devoir les identifier. Pour les identifier, je vais devoir les séparer comme on a fait avec les colorants. Et je vais utiliser cette fois une chromatographie sur couche mince. La première fois, on a utilisé chromatographie sur papier. Ici, on va utiliser la chromatographie sur couche mince. Et on va faire ça sur deux aliments, donc les gaufrettes et les biscuits. Ce qu'on fait, c'est qu'on va peser d'abord 0,5 g de biscuits ou 0,5 g de gaufrettes. Donc, ça dépend de l'échantillon qu'on devra utiliser. Et, et à ce moment, on aura donc, des, on aura donc les deux qui seront à poids égal. Comme ça, on pourra comparer la quantité de lipides. On va les peser, après on va les broyer dans un mortier. Et ensuite, on va les mettre dans un tube. Le tube, il doit être en verre. Parce que comme après, on va utiliser du liquide de Folch, donc 3 ml de liquide de Folch. Le liquide de Folch est constitué d'un tiers de méthanol et de 2 tiers de chloroforme. Le méthanol chloroforme réagit très mal avec le plastique, donc c'est pour ça qu'on utilise un tube en verre. Une fois qu'on a fait ça, on va agiter vigoureusement pour bien mélanger la poudre d'aliment avec le liquide de Folch. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un lavage. Donc, on va devoir mettre 1/5 du volume du liquide de Folch en H2O. 1/5, c'est-à-dire 0,2, donc 1 sur 5, fois les 3 ml du liquide de Folch. On sait qu'on devra mettre donc 0,6 ml d'eau dans cette préparation. Et on va une deuxième fois agiter vigoureusement pour bien mélanger. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais ouvrir, enfin, arrêter la pratique, entre guillemets, pour expliquer ce qui se passe. Pourquoi j'utilise le liquide de Folch, etc. Nous, on a les aliments qui sont composés de plusieurs composés différents. Donc, vous avez des glucides, des lipides, des protéines, des colorants, des arômes, etc. Donc, tout ça va me constituer mes aliments qui sont les biscuits ou les gaufres. Mais moi, dans ce TP, je cherche à extraire uniquement les lipides. Et donc, pour cela, je vais utiliser le liquide de Folch qui va contenir du chloroforme et du méthanol. Alors, le chloroforme, c'est lui qui va me servir à solubiliser les lipides. Le méthanol, lui, va solubiliser les autres constituants. Donc, au départ, j'aurai un mélange liquide homogène qui contient un mélange de chloroforme et de méthanol. Et dans ce mélange de chloroforme et de méthanol, au final, j'aurai des lipides, plus des glucides, des protéines, quelques colorants, etc. Puisque les deux parties chloroforme-méthanol sont mélangées. Ensuite, vu que le chloroforme, c'est lui qui me solubilise les lipides, je veux l'extraire. Donc, je veux séparer le chloroforme du méthanol pour n'avoir que les lipides dans ce chloroforme-là. C'est ici que je vais rajouter de l'eau. L'eau va me permettre de séparer le chloroforme et le méthanol en deux phases qui ne seront pas miscibles. Vous aurez donc une phase de chloroforme et une phase de méthanol au-dessus, comme si vous aviez par exemple de l'eau et de l'huile. Vraiment distinctes, elles ne vont pas se mélanger entre elles. Alors qu'au début, elles étaient mélangées. Le fait de rajouter de l'eau va les séparer. Ce qui se passe, c'est que en fait, le méthanol, dans la solution du liquide de Folch, le méthanol, il est miscible avec le chloroforme. Donc, il va me former une solution homogène. Ensuite, l'eau. Je vais rajouter de l'eau.
L'eau a aussi une affinité avec le méthanol. Donc l'eau va se lier au méthanol, il sera miscible. Et là, le méthanol, il devra, entre guillemets, choisir est-ce qu'il va se lier au chloroforme ou bien à l'eau. Et il se trouve que le méthanol a beaucoup plus d'affinité avec l'eau qu'avec le chloroforme. Donc il est avec le chloroforme, mais lorsque l'eau est rajoutée, le méthanol va se détacher du chloroforme et il va continuer à se lier à l'eau. C'est comme ça que j'aurai le chloroforme d'un côté et le méthanol plus eau de l'autre côté. Et ça va me former deux phases vraiment distinctes, comme si vous aviez mélangé de l'huile avec de l'eau. Ça va pas, ça va se séparer et je ne pourrai pas les mélanger. Maintenant, je reviens à la pratique, j'ai mon tube. Euh, j'ai mis une couleur homogène parce que là, j'ai mélangé tout. J'ai tout mélangé vigoureusement. Donc, j'ai ma poudre d'aliment, mon liquide de Folch avec l'eau. Après, je vais normalement attendre que justement les deux faces se séparent. C'est comme quand, euh, c'est comme quand vous faites par exemple une vinaigrette, vous mélangez le vinaigre et l'huile, vous agitez vigoureusement, vous avez une petite émulsion, c'est mélangé. Après, l'huile et le vinaigre ne vont pas se séparer de manière instantanée. Il faut les laisser un peu, au bout de 5, 10 minutes, 15, peut-être plus longtemps. C'est là où on va avoir une séparation des deux phases. Nous, en TP, vu qu'on ne veut pas attendre longtemps pour séparer, on va accélérer cette séparation des molécules. Pour faire cette accélération, on va aller faire une centrifugation. Alors la centrifugation, c'est une technique de séparation. Elle sépare les molécules selon leur densité. Donc le plus dense va se retrouver en bas, le moins dense va se retrouver en haut. Et pour ça, on utilise l'appareil qui s'appelle la centrifugeuse. Donc là, on devra placer les tubes, plusieurs tubes. Les tubes doivent être placés l'un en face de l'autre par rapport au centre pour bien équilibrer le poids. Et cette centrifugeuse, elle va être réglée à un nombre de tours par minute, selon l'échantillon que je dois séparer. Si j'ai des échantillons vraiment de densité différente, je vais régler par exemple comme ici, je vais régler à 2500 tours par minute. Sinon, parfois j'ai des molécules qui sont plus difficiles à séparer et là, je vais devoir aller vers des vitesses plus grandes qui vont jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 tours par minute. C'est des appareils. Après, il y a des appareils qui permettent d'aller plus loin encore. Et donc, la centrifugeuse, donc en tournant, elle va créer ce qu'on appelle une force centrifuge. C'est une force qui va du centre vers l'extérieur. Donc, fuge, elle suit le centre. Elle va du centre vers l'extérieur et en allant vers l'extérieur, elle va pousser avec elle les molécules les plus denses vers le bas du tube et les molécules les moins denses vont rester au-dessus, donc dans la partie supérieure du tube. Donc après la centrifugation, on va avoir un tube comme ça, où on va avoir la phase supérieure qui sera méthanol plus eau, la phase au milieu c'est de la poudre d'aliment, et la phase inférieure c'est le chloroforme. Le chloroforme se retrouve en bas, tout simplement parce qu'il est plus dense que le méthanol. Par exemple, vous mélangez l'huile et l'eau va toujours rester en bas et le méthanol en haut. Et pardon, l'eau et l'huile, donc l'eau va toujours être en bas et l'huile va rester en haut. Pourquoi? Parce que l'huile est moins dense que l'eau. L'eau est plus dense que l'huile. Ici, la même chose. Quand je sépare le chloroforme et le méthanol plus eau, le chloroforme a une plus grande densité que le méthanol et l'eau. Donc, il va se retrouver en bas du tube. Alors ici, je pose une question. Normalement, si vous avez suivi la diapo précédente, dans quelle phase je vais retrouver mes lipides? Mes lipides, on a dit, ils sont solubles dans quelle phase? Quelle est la phase dans laquelle les lipides sont solubles? Dans le chloroforme. Alors, très bien. Maintenant, regardez les couleurs que j'ai mis. J'ai mis des couleurs, donc
un peu identique à la réalité. C'est juste que le chloroforme est en gris alors que normalement il est transparent. Et le méthanol, c'est un liquide à la base qui est transparent, comme l'eau. Mais dans mon expérience, quand je fais la centrifugation, le méthanol se retrouve jaune. Et je vous dis que c'est-à-dire parce que ça s'est produit plusieurs fois dans les dernières années, très bien, la phase inférieure, comme a dit votre camarade, c'est elle qui va contenir les lipides. Et ce qui s'est produit les dernières années, c'est que certains étudiants pensaient que la phase supérieure, vu qu'elle est jaune, c'est elle qui contient les lipides. Parce qu'en général, on voit par exemple l'huile, elle est jaune. Donc, donc pour nous, les lipides, ils sont jaunes automatiquement. Et donc, si je dois choisir une des phases et je dis c'est celle-là qui contient les lipides, ils vont choisir la phase qui est de couleur jaune et qui est donc la supérieure. Et c'est faux, parce que les lipides ne sont pas forcément jaunes. D'ailleurs, par exemple, maintenant, vous voyez comme la graisse de palme ou ou par exemple l'huile de coco, c'est pas, c'est de la graisse, mais c'est pas jaune. Donc, c'est pas toutes les graisses qui sont jaunes. Alors, maintenant, donc une question, pourquoi le méthanol est jaune? Quand la phase méthanol O est jaune, qu'est-ce qu'elle contient pour être jaune? Que peut contenir la phase méthanol plus O pour être de couleur jaune? On a dit le chloroforme va solubiliser les lipides et le méthanol va solubiliser les autres constituants. Parmi les autres constituants, qu'est-ce qu'on peut avoir qui va me donner la couleur jaune au mélange méthanol plus O? Pardon? Donc vous pouvez avoir des colorants ou dans ce cas, pardon, ou dans le cas des biscuits et des gaufrettes, on ne met pas de colorant, mais par contre, lors de la cuisson, on a du caramel qui se forme. Parce que donc la couche supérieure, elle caramélise. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a une couleur dorée. Et donc c'est ces sucres là caramélisés qui vont se retrouver dans la phase méthanol plus haut qui vont nous donner la couleur jaune. Voilà. Donc là, donc on a dit, ça y est, j'ai mon tube avec la phase inférieure chloroforme. Je dois prendre le chloroforme et le mettre dans un tube pour peser le chloroforme avec les lipides. Donc, je dois extraire le chloroforme qui contient les lipides et pour peser les lipides. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un tube qui est sec et qui est toujours en verre et je vais le peser vide d'abord pour éliminer son poids. Donc, je vais le peser vide, puis je vais mettre que le chloroforme. Donc, je vais introduire une seringue à l'intérieur et je vais aspirer en faisant en sorte de ne pas prendre de poudre ni de méthanol. Donc, je vais aspirer tout le chloroforme, les 2 millilitres de chloroforme, et je vais les mettre dans le poids, dans le tube vide. Ensuite, pour peser les lipides, je vais devoir éliminer le chloroforme. Pour éliminer le chloroforme, je vais juste le faire évaporer. Donc, je vais le laisser s'évaporer et à la fin, j'aurai le chloroforme qui se serait évaporé et je vais avoir que les lipides au fond du tube. De la même manière que si vous mettez une casserole d'eau à bouillir, par exemple, l'eau va s'évaporer complètement et vous allez avoir le calcaire et les minéraux qui vont rester au fond de la casserole. Si vous voulez, par exemple, connaître quel est le taux de minéraux dans l'eau du robinet, vous n'avez qu'à faire évaporer l'eau et les minéraux qui restent, vous les pesez. Donc, sur 1 litre, vous pesez le reste des minéraux, vous aurez combien de grammes de minéraux vous avez dans 1 litre d'eau. De la même manière, on va prendre le chloroforme, le faire évaporer et on va avoir la gouttelette libitique qui va rester en bas. Alors, ce que j'aurai, c'est qu'on va devoir accélérer cette réaction.
comme pour faire évaporer l'eau, je vais la faire bouillir. De la même manière, le chloroforme, pour le faire évaporer, je vais devoir le chauffer. Mais là, on ne va pas le faire bouillir sur une plaque chauffante ou autre, on va le mettre dans ce qu'on appelle une étuve. L'étuve, donc, c'est un appareil dont on peut il est ventilé, dont on peut régler la température de 20 à 200 degrés selon les besoins. Il peut servir d'incubateur comme il peut servir d'étuve, ce qu'on appelle de séchage. Donc, il va sécher ou faire évaporer des solutions. Donc, là, je vais mettre, par exemple, mon tube à 100 degrés. Pendant quelques heures, je vais avoir une évaporation du chloroforme. Et donc, une fois le chloroforme évaporé, j'aurai le tube avec ma gouttelette lipidique en dessous. Et je n'ai qu'à peser ce tube. Donc, j'aurai un tube P1, poids P1, tube avec la goutte de lipides, moins poids du tube vide, j'aurai le poids de lipides. Donc, voilà, j'ai la quantité de lipides de mon aliment est égale à P1 moins P0, c'est-à-dire poids du tube plein moins poids du tube vide, et ça va me donner donc L grammes de lipides dans 0,5 grammes d'aliment. C'est-à-dire que mon aliment que j'ai pesé en premier, il faisait 0,5 grammes. Donc la quantité de lipides que j'ai trouvée, elle est contenue dans 0,5 grammes d'aliment. Pour avoir la teneur en lipides de l'aliment, la teneur est égale donc à grammes par 100 grammes d'aliment, ou bien elle est calculée en pourcentage. Et bien là, je vais faire une règle de 3. Donc j'ai L grammes pour 0,5 g et la teneur sur 100 grammes, la teneur étant égale à 100 fois L divisé par 0,5. J'aurai donc le pourcentage de graisse dans l'aliment ou la teneur en grammes par 100 grammes d'aliment en lipides. Donc là, c'est la première partie qui concerne l'extraction des lipides. Maintenant, on va faire la séparation des lipides. Pour la séparation des lipides, en fait, au début, j'ai évaporé le chloroforme dans le but de peser le lipide. Mais maintenant, je vais faire la séparation des lipides, je dois resolubiliser ces lipides-là. Pour les resolubiliser, je dois rajouter un peu de chloroforme, vu qu'il est soluble dans le chloroforme. Je rajoute un peu de chloroforme dans les lipides, je vais avoir donc une quantité de lipides à avoir, une quantité de liquide contenant du lipide. Après, je vais faire donc ma chromatographie sur couche mince. Donc, pourquoi je dis couche mince? En fait, ça, c'est une plaque en verre, et qui contient du gel de silice dessus. La plaque fait 20 cm sur 20 cm, elle est carrée, et on va mettre dessus une très fine couche de gel de silice. Et c'est ce gel de silice qui est étalé en fine couche qui va donner le nom couche mince. Parce que le gel de silice, c'est lui la phase stationnaire. Il est juste mis sur la plaque en verre. Et donc, ça, c'est la phase stationnaire dans laquelle on va mettre nos échantillons. Donc, on va tracer une ligne de dépôt virtuelle. Virtuelle, pourquoi? Parce que le gel de silice, une fois sec, il va devenir poudreux. Donc, si je trace comme sur le papier avec un crayon, je trace une ligne, je vais carrément faire des trous et carrément enlever du gel de silice. Donc, ce qu'on va faire ici, la ligne de dépôt virtuelle, c'est qu'on va prendre une règle et on va la surélever et on va la placer au-dessus, de telle sorte à ce qu'elle ne touche pas le gel de silice. Et avec cette règle donc graduée, on va placer nos échantillons à des, à des distances précises. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des standards. J'ai dit, notre but ici, c'est de connaître quelle est la composition en différentes classes lipidiques des lipides de mon aliment. Donc, si j'ai un aliment qui contient donc un lipide, des lipides, donc on va avoir des triglycérides, du cholestérol, des monoglycérides, des diglycérides, etc. Donc, c'est un mélange. Et pour comparer, je dois avoir des standards. Comme pour les protéines, j'ai utilisé une gamme étalon. Ici, je vais utiliser des standards de différentes classes lipidiques qui seront pures. Par exemple, le premier tube, c'est un point
Et à partir de chacun des tubes, je vais déposer un point donc sur la phase stationnaire. Là, par exemple, j'ai un tube qui contient des triglycérides purs et je vais mettre un point de triglycérides sur la phase stationnaire. Le deuxième tube va me contenir du cholestérol pur, troisième des phospholipides, monoglycérides, diglycérides et acides gras libres. Donc chaque goutte déposée contient une seule classe de lipides purs. Et à la fin, je vais mettre mon échantillon qui contient un mélange de tout, c'est tout plus ou moins un ou deux ou trois. On ne sait pas encore. Et donc là, j'ai mis mes points, je vais les déposer exactement comme on a déposé les colorants sur le papier. De la même manière, je vais déposer des gouttes, des petites gouttes sur la face stationnaire pour former toujours la goutte la plus petite possible. Et puis, je vais passer à la migration. Alors, dans la migration, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une cuve. La cuve, donc, on va premièrement utiliser une cuve de migration. C'est elle qui va faire migrer les échantillons. Dans la cuve de migration, c'est une cuve, donc une sorte de boîte en verre, et elle contient le solvant de migration. Le solvant de migration ici est un solvant apolaire. Pourquoi? Parce que la majorité des lipides sont apolaires. Et donc, c'est lui qui va, en migrant sur la phase stationnaire, toujours comme pour le papier, il migre par capillarité, le solvant il monte par capillarité, il va entraîner avec lui les lipides selon leur polarité. Plus un lipide est apolaire, plus il va migrer vers le haut. Moins il est apolaire, plus il va rester sur la ligne de dépôt. Donc là, j'ai le solvant de migration. Je vais placer ma phase stationnaire avec les tâches, enfin les points de mes échantillons en contact avec le solvant de migration. Je vais fermer la cuve parce que le solvant de migration est très volatile et il est dangereux. Donc, elle doit toujours être fermée. Je dépose ma plaque et je referme. Et je laisse la migration se faire, donc du bas vers le haut. Je répète, le solvant, le liquide monte par capillarité et il trouve dans son chemin mes échantillons et il va les entraîner avec lui selon leur polarité. Donc, vu que le solvant est apolaire, plus un acide gras ou un lipide est apolaire, plus il va aller en haut. Alors, une fois que la migration est faite, en fait, le gel de silice, il est blanc. Et les lipides, donc les gouttelettes lipidiques, là, je les ai représentées en jaune juste pour illustrer, mais en réalité, c'est transparent. Donc, au final, une fois que j'ai mis mes gouttelettes lipidiques, euh, mes échantillons, et une fois qu'il y a eu la migration, je ne vois rien. Tout est transparent. Parce que donc le gel, c'est transparent sur du gel de silice qui est blanc. Je ne peux pas voir où sont mes taches de lipides, où est-ce qu'elles ont migré. Donc ce que je dois faire, je dois faire une révélation. Donc je vais prendre la phase stationnaire, une fois qu'il y a eu la migration de mes échantillons, je vais aller vers ce qu'on appelle une cuve de révélation. C'est la même chose que la cuve de migration, mais au lieu de contenir un solvant, elle va contenir des cristaux d'iode. Alors voilà une image des cristaux d'iode. Donc on aura des cristaux d'iode qui seront déposés en dessous. Et ces cristaux d'iode, donc ils sont volatiles, on a des vapeurs d'iode, c'est pour ça qu'on doit toujours, comme pour la première cuve, on doit laisser la cuve fermée pour ne pas respirer les vapeurs d'iode et pour ne pas faire saturer l'air ambiant en iode. Et je vais venir mettre ma phase stationnaire. Donc là, c'est une erreur. Normalement, il n'y a pas les gouttelettes lipidiques ici, vu que normalement, la migration a déjà été faite. Donc normalement, tout est blanc, transparent dans la cuve de révélation. Et toujours, je vais fermer la cuve et je vais laisser le temps à l'iode de réagir avec les lipides pour me former une couleur. L'iode réagit avec les lipides et il va me donner une coloration jaune à marron selon la concentration des lipides. Plus
une tâche est concentrée en lipides, plus la couleur va virer vers le marron. Moins c'est concentré, plus ça va être du jaune. Une fois la révélation faite, j'aurai un résultat à peu près comme celui-là. Donc, vous voyez par exemple pour triglycérides, cholestérol, phospholipides, monoglycérides, triglycérides et acides gras libres, à chaque fois j'ai eu une seule tâche. Parce que à la base, j'ai mis des échantillons qui sont purs, donc triglycérides purs, cholestérol pur, phospholipides purs. Donc à chaque fois, la migration ne m'a pas séparé les molécules vu que c'est une seule classe moléculaire. Et vous voyez, selon la polarité, ils ont migré plus ou moins les échantillons. Par exemple, les phospholipides sont les lipides les plus polaires, c'est-à-dire ils possèdent carrément un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. C'est les plus polaires et ils n'ont carrément pas été entraînés par le solvant qui est apolaire. Il n'y a pas eu donc d'affinité entre les deux, il est resté sur le point de dépôt. Puis vous avez le cholestérol, monoglycérides, diglycérides, acides gras libres qui ont migré plus ou moins. Et le plus apolaire sont les triglycérides qui ont migré le plus haut. Et là, donc j'ai mon échantillon qui est un mélange de lipides et lui, il a été séparé en plusieurs tâches, vu que c'est un mélange de plusieurs classes lipidiques. Et c'est là que vous voyez l'intérêt d'utiliser les standards, c'est que je peux comparer ligne par ligne la migration pour voir quelle classe lipidique correspond à mon échantillon. C'est-à-dire que si je vais enlever mes standards et je ne garde que l'échantillon avec les tâches comme ça, je ne vais pas pouvoir identifier à quoi correspond chacune des tâches. Alors que là, regardez par exemple, je sais que cette tâche, si elle a migré au même niveau que celle-là et que celle-là c'est des triglycérides, donc cette tâche c'est des triglycérides. Celle-là, c'est de l'acide gras libre au même niveau. Au même niveau encore plus bas, c'est des diglycérides, monoglycérides, cholestérol. Et au point de dépôt, ça va être les phospholipides. Et aussi, c'est une technique un peu semi-quantitative. On a dit dans la première diapo que les lipides sont constitués à 95% de triglycérides. Et là aussi, on le voit dans notre échantillon. Les triglycérides ont formé une grosse tache parce qu'il y a beaucoup de triglycérides, contrairement par exemple au cholestérol où il y en a très peu, donc on a eu une toute petite tache de cholestérol. Donc voilà le résultat de la séparation des lipides en plusieurs classes lipidiques et comment on va les identifier. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. Donc on a vu comment extraire les lipides pour comparer les poids entre les deux lipides, les deux aliments. Et on a vu également donc comment on sépare les lipides sur plusieurs, comment les identifier. Bon, en fait, à partir du moment où il y a eu un changement dans l'emploi du temps du présentiel et que, à moins qu'il y ait un problème, normalement vous aurez 2 semaines de présentiel. S'il y a 2 semaines de présentiel, on va essayer de faire une application de ce TD, enfin de ce TP sur place. Donc d'ici là, si on arrive à réunir le matériel qu'il faut et tout, je vous avertirai pour faire une séance de TP où on fera ne serait-ce que au moins la première partie, parce que la deuxième partie, elle nécessite beaucoup de temps. Donc je ne sais pas si on pourra la faire ou pas. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez faire le TP. Entre-temps, donc, je vais vous demander donc, de préparer un compte rendu. Je vais vous envoyer l'enregistrement et le compte rendu type comme pour la première séance. Mais vous ne m'envoyez pas le compte rendu jusqu'à ce que je vous confirme. Si on arrive à faire le TP, donc on va rajouter la partie pratique dans le compte rendu. Si on n'arrive pas à faire le TP, donc vous devriez me remettre juste le compte rendu théorique selon le compte rendu type que je vous ai envoyé. Donc le compte rendu type sera noté, donc vous aurez un barème précis comme pour le premier TP. Il sera noté sur 10 cette fois, à moins qu'on fasse de la pratique où je pourrais rajouter des points.
Donc il sera noté sur 10, mais une fois la correction faite, je multiplie par 2 pour faire une note sur 20 et je vais faire la moyenne entre TP1 et TP2 pour vous faire la moyenne du TP global. J'insiste sur un point. Alors quand je vais vous envoyer les résultats, enfin la correction, vous allez voir pour les notes, je vous envoie les notes avec le barème. Donc parfois, il y a eu des personnes qui ont fait des réponses justes, mais c'était du copier-coller et des phrases que je retrouvais dans tous les comptes rendus. Là, donc, j'ai diminué des points. Et il y a un trinôme, enfin un sous-groupe, deux plutôt sous-groupes de deux groupes différents, donc A3, A4, chez qui j'ai trouvé exactement le même compte rendu, mot pour mot, virgule pour virgule. C'est-à-dire que le sous-groupe 1, le sous-groupe 2 est parti chez le sous-groupe 1, a pris son compte rendu, il a mis les noms, il a modifié les noms et il me l'a envoyé. Pour ces deux sous-groupes-là, la note du TP sera divisée en deux et vous vous rattraperez donc, si vous voulez, sur le deuxième compte rendu. Et donc, c'est un avertissement aussi pour les autres. Si je trouve deux comptes rendus identiques, même chez deux groupes différents, ça va être la note du TP global divisée par deux. Voilà. Donc, j'espère avoir tout dit. Le compte rendu, toujours par mail. Mais c'est pas la peine de vous encombrer avec le papier, venir à l'université, me le remettre, etc. Mais, j'insiste, je sais pas encore, est-ce que vous allez m'envoyer un compte rendu euh, théorique, donc d'ici la semaine prochaine, ou bien si on va pouvoir faire un TP durant la vague de présentiel, de l'enseignement présentiel, vous aurez à me remettre un compte rendu après le TP présentiel. Donc, on va le modifier, etc. Donc, je vais voir au cours de la semaine prochaine, donc dimanche, lundi, je vais confirmer, je vais vous envoyer par le biais de la déléguée. Est-ce que vous devriez quand même me rendre le compte rendu d'ici jeudi prochain, ou bien vous le mettez en stand-by jusqu'à ce qu'on fasse le TP pratique et que vous devriez me remettre donc un compte rendu complet. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Si vous avez des questions maintenant, vous me les posez. Si vous n'avez pas de questions maintenant et que vous aurez des questions lors de la préparation du compte rendu, vous pouvez m'envoyer des mails, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, bah, je vous remercie, je vous dis bonne journée et bon courage.